Imaginez ceci. Il y a 75 000 ans. Une immense couche de glace s'étend sur la majeure partie de l'Europe. La température a chuté tellement bas que votre souffle gèlerait avant de toucher le sol. Les animaux meurent. La nourriture est rare. Et quelque part dans ce qui est aujourd'hui le nord de l'Espagne, un petit groupe d'humains se regroupe autour d'un feu. Mais ce ne sont pas des humains modernes. Ce sont des Néandertaliens. Et ils ne se contentent pas de survivre. Ils prospèrent. La femme s'occupe du feu tout en écrasant des os avec une pierre. Pas au hasard, mais de manière systématique. Elle extrait de la graisse. Une graisse pure et calorique qui permettra à sa famille de survivre à l'hiver brutal qui s'annonce. L'homme revient d'une chasse, prenant un énorme cerf. Ensemble, ils vont traiter chaque partie de cet animal. La viande, la moelle, la peau. Rien n'est gaspillé. Leurs enfants jouent à proximité, apprenant en observant comment fabriquer des outils, comment suivre les animaux, comment lire le ciel pour détecter les changements météorologiques. Ce n'est pas un comportement primitif. C'est une technologie de survie sophistiquée transmise à travers des milliers de générations. Et cela a fonctionné pendant 400 000 ans. Ça a marché. Voici ce dont personne ne parle. Les Néandertaliens n'étaient pas les brutes que vous voyez dans les films. Ils n'étaient pas l'expérience ratée de l'humanité. Ils étaient les maîtres originaux de l'Europe. Ils ont survécu à l'ère glaciaire après l'ère glaciaire. Ils se sont adaptés à des environnements qui tueraient les humains modernes en quelques jours. Ils ont développé des technologies que nous commençons tout juste à comprendre. Alors pourquoi ont-ils disparu ? C'est la question qui hante les scientifiques depuis plus de 150 ans. Parce que si les Néandertaliens étaient si réussis, si bien adaptés à leur monde, qu'est-ce qui aurait pu les conduire à l'extinction ? La réponse est plus compliquée que quiconque ne l'avait imaginé et plus tragique. Laissez-moi vous parler de l'espèce humaine la plus réussie dont vous n'avez jamais entendu parler. D'un peuple qui a conquis les âges glaciaires, inventé des outils sophistiqués, créé de l'art et construit des sociétés complexes à travers tout un continent. De la façon dont ils vivaient, dont ils aimaient, et comment ils ont finalement rencontré leur fin. Voici l'histoire de la manière dont les Néandertaliens ont survécu 400 000 ans d'ère glaciaire. Le 21 juin 2023, une équipe d'archéologues travaillant dans une grotte en France fait une annonce qui secoue le monde scientifique. Ils ont trouvé quelque chose d'impossible. De l'art rupestre fait par les Néandertaliens il y a 57 000 ans. Les marques ne sont pas des griffures aléatoires. Ce sont des motifs organisés, délibérés, soigneusement gravés dans les murs de la grotte. Certains chercheurs les appellent la première preuve de la pensée symbolique de toute espèce humaine, sauf la nôtre. Mais voici le fait surprenant. Cette grotte avait été scellée par une ancienne inondation il y a 57 000 ans. Complètement scellée. Aucun humain n'y était entré depuis, ce qui signifie une seule chose. Les Néandertaliens ont créé cet art et puis le monde l'a oublié pendant presque 60 000 ans. Le docteur Jean-Claude Marc, l'archéologue qui a dirigé l'excavation, l'a dit simplement, ces lignes n'ont pas été faites au hasard. Le nombre de lignes, leur organisation en panneaux et la succession de ces lignes dans la grotte témoignent d'une approche réfléchie et organisée. Réfléchie. Organisée. Ce ne sont pas des mots que les gens associent habituellement aux Néandertaliens. Et c'est ça le problème. Pendant plus d'un siècle, nous avons eu des idées complètement erronées sur ces gens. Les premiers scientifiques les appelaient Homo stupidus, des humains stupides. Ils pensaient que les Néandertaliens étaient à peine plus que des animaux, des brutes traînant sur le sol, qui se sont un jour retrouvés au milieu des âges glaciaires jusqu'à ce que de vrais humains arrivent pour les remplacer. Nous avions tort. Complètement tort. Les découvertes récentes réécrivent tout ce que nous pensions savoir sur les Néandertaliens, et l'image qui émerge est époustouflante. Prenez la grotte de Shanibar en Irak. Pendant des décennies, les scientifiques savaient que des Néandertaliens avaient été enterrés là. Mais en 2020, ils ont trouvé quelque chose d'incroyable. Un nouveau squelette parfaitement préservé, une femme néandertalienne âgée d'environ 75 000 ans. Ils l'appellent Shanidar Z. Lorsqu'ils ont reconstruit son visage, quelque chose d'étonnant s'est produit. Elle avait l'air humaine, vraiment humaine, pas comme le monstre des films que nous avons l'habitude de voir. Elle avait de l'intelligence dans ses yeux,
du caractère. On pouvait imaginer avoir une conversation avec elle. Le docteur Emma Pomeroy, la scientifique qui l'a trouvée, a dit quelque chose qui m'a donné des frissons. Il est peut-être plus facile de voir comment l'interbreeding a eu lieu entre nos espèces au point que presque tout le monde vivant aujourd'hui a encore de l'ADN néandertal. C'est vrai. Si vous lisez ceci et que vos ancêtres venaient de n'importe où en dehors de l'Afrique, vous êtes en partie néandertalien. Environ 2% de votre ADN provient d'eux. Ils ne sont pas une espèce éteinte lointaine. Ce sont votre famille. Mais les découvertes dans la grotte de Shanidar ont révélé quelque chose d'encore plus important. La preuve que les Néandertaliens prenaient soin de leurs morts. Peut-être même qu'ils les enterraient avec des fleurs. Cela remet en question tout ce que nous comprenons de la conscience, de la culture et de ce que signifie être humain. Et Shanidar n'est que le début. En Allemagne, sur un site appelé Noark Nord, les archéologues ont découvert ce qu'ils appellent une usine de graisse. Il y a 125 000 ans, les Néandertaliens ont amené 172 grands animaux à cet endroit au bord du lac. Des cerfs, des chevaux, des oryx. Ils ne se contentaient pas de les abattre. Ils les ont traités avec une précision chirurgicale. Ils ont écrasé les os pour en extraire la moelle. Ils ont fait fondre la graisse en chauffant les os dans ce qui était probablement des contenants en écorce de bouleau. Ils ont créé une opération sophistiquée de transformation des aliments qui pouvaient nourrir de grands groupes pendant les hivers rigoureux. Le docteur Sabine Galdzinski-Wintwer, qui a dirigé l'excavation, a été stupéfaite. Ce n'était pas un abattage aléatoire. C'était systématique. Ces Néandertaliens traitaient les os pour en extraire la graisse, probablement en les faisant bouillir. C'est la première preuve d'un tel traitement sophistiqué des aliments que nous ayons jamais trouvé. Sophistiqué. Ce mot revient sans cesse. En Espagne, sur un site appelé Abripidaro, les chercheurs ont trouvé des preuves que les Néandertaliens ne se contentaient pas de survivre aux âges glaciaires, ils prospéraient. Le site contenait plus de 29 000 artefacts. Des outils en pierre qui ont évolué et se sont améliorés au fil du temps. Des os d'animaux montrant qu'ils pouvaient chasser tout, des grands mammifères aux petits oiseaux. Des preuves d'une société complexe qui a existé pendant des milliers d'années. Le docteur Sofia Samparo, qui a excavé le site, a dit quelque chose qui m'a arrêté net. Plutôt que de simplement survivre, ils ont démontré une résilience et une ingéniosité remarquables. Résilience, ingéniosité. Ce sont les mots que nous utilisons pour décrire les sociétés humaines les plus réussies de l'histoire. Et c'est exactement ce que les Néandertaliens étaient. Pensez à ceci un instant. 400 000 ans. C'est la durée pendant laquelle les Néandertaliens ont dominé l'Europe et l'Asie occidentale. Pour mettre cela en perspective, les humains modernes n'existent que depuis environ 300 000 ans. Nous n'avons quitté l'Afrique que depuis environ 100 000 ans. Nous n'avons eu l'agriculture que depuis 10 000 ans. Les Néandertaliens étaient déjà anciens lorsque nous les avons rencontrés. Ils avaient survécu à l'ère glaciaire après l'ère glaciaire. Ils avaient développé des technologies que nous ne pouvions même pas imaginer. Ils avaient des cultures prospères sur tout un continent. Mais d'une manière ou d'une autre, il y a 40 000 ans, ils ont disparu. Pas tous en même temps. Graduellement, population après population. Les derniers Néandertaliens connus vivaient dans le sud de l'Espagne et à Gibraltar. Des sites de grottes y montrent des preuves d'occupation jusqu'à environ 32 000 ans. Puis, plus rien après 400 000 ans de succès continu. Ils étaient partis. Que s'est-il passé? L'histoire traditionnelle se déroule ainsi. Les humains modernes ont quitté l'Afrique il y a environ 70 000 ans. Ils se sont répandus à travers le Moyen-Orient, l'Europe et l'Asie. Ils étaient plus intelligents, plus avancés, mieux adaptés. Ils ont surpassé les Néandertaliens pour les ressources. Finalement, ils les ont remplacés complètement. C'est une histoire simple et agréable. Le seul problème, c'est qu'elle est probablement erronée. De nouvelles preuves suggèrent qu'une chose bien plus complexe s'est produite. Quelque chose qui remet en question notre compréhension entière de l'évolution humaine et de ce qui nous rend spéciaux. Les études génétiques récentes montrent que les Néandertaliens et les humains modernes ne se sont pas simplement affrontés. Ils se sont régulièrement accouplés pendant des milliers d'années. La relation entre nos espèces était bien plus compliquée qu'un simple remplacement.
Certains scientifiques pensent maintenant que les Néandertaliens ne se sont pas du tout éteints. Ils ont été absorbés, intégrés dans des populations humaines plus larges. Leurs gènes vivent aujourd'hui dans des milliards de personnes. Mais cela soulève une question encore plus grande. Si les Néandertaliens étaient si réussis, s'ils étaient cognitivement similaires à nous, s'ils pouvaient se reproduire avec nous, qu'est-ce qui a fait la différence? Pourquoi ont-ils disparu tandis que nous avons survécu? La réponse pourrait être cachée dans leur ADN, dans les données climatiques d'il y a 40 000 ans ou dans les sites archéologiques qui attendent encore d'être découverts. Une chose est certaine, plus nous en apprenons sur les Néandertaliens, plus ils deviennent impressionnants et plus leur disparition semble mystérieuse. Ils ont survécu à la période interglaciaire émième il y a 130 000 ans, lorsque les températures étaient plus chaudes qu'aujourd'hui. Ils ont survécu à la glaciation brutale qui a suivi. Ils ont survécu à des éruptions volcaniques massives. Ils ont survécu à des oscillations climatiques qui ont anéanti d'innombrables autres espèces. Ils ont développé des techniques avancées pour fabriquer des outils en pierre. Ils ont créé le premier adhésif connu en traitant l'écorce de bouleau. Ils étaient peut-être les premiers humains à utiliser le feu pour des traitements alimentaires complexes. Ils étaient certainement les premiers à créer de l'art symbolique. Leur cerveau était en réalité plus grand que le nôtre. Leur corps était plus fort. Ils étaient parfaitement adaptés à leur environnement. Et pourtant, ils ont disparu. À moins qu'ils ne soient pas vraiment partis. Les découvertes récentes suggèrent que, sous certains aspects, les Néandertaliens n'ont jamais vraiment disparu. Leurs gènes persistent dans les populations modernes. Leurs technologies ont influencé les cultures humaines ultérieures. Leurs traditions artistiques ont peut-être continué longtemps après que nous pensions qu'ils s'étaient éteints. Mais, plus important encore, leur histoire remet en question tout ce que nous pensons savoir sur l'évolution humaine, sur ce qui nous rend spéciaux, sur notre place dans le monde naturel. Parce que si une espèce aussi réussie que les Néandertaliens pouvait disparaître, qu'est-ce que cela dit de notre propre avenir? L'histoire de la manière dont les Néandertaliens ont survécu 400 000 ans d'ère glaciaire n'est pas juste de l'histoire ancienne. C'est un modèle pour comprendre la résilience humaine. C'est un avertissement sur la fragilité même des civilisations les plus réussies. C'est un miroir qui nous montre qui nous sommes vraiment. Et cela commence par comprendre à quel point ces gens étaient vraiment incroyables. Pour comprendre à quel point ces gens étaient incroyables, nous devons revenir, très loin en arrière, à une époque où l'Europe était un endroit très différent. Il y a 500 000 ans, le monde était pris dans l'une des glaciations les plus brutales de l'histoire de la Terre. D'énormes glaciers s'étendaient à travers le nord de l'Europe. Le climat était instable, oscillant entre un froid glacial et un froid un peu moins glacial. La majeure partie de l'Afrique était encore relativement chaude, mais l'Europe était un enfer. Dans ce désert glacé sont arrivés les ancêtres des Néandertaliens. Ils ne s'appelaient pas encore Néandertaliens. Les scientifiques les appellent Homo heidelbergensis. Imaginez les premiers humains, mais plus grands, plus forts, avec des cerveaux qui approchaient déjà de la taille des cerveaux humains modernes. Ce sont ces gens qui allaient devenir les maîtres de l'Europe de l'ère glaciaire. Mais d'abord, ils devaient survivre. La migration hors d'Afrique n'a pas été un événement unique. Ce fut un processus long et pénible qui a pris des milliers d'années. De petits groupes de heidelbergensis ont poussé vers le nord, suivant les rivières, cherchant de la nourriture, s'adaptant à des climats que leurs ancêtres africains n'avaient jamais imaginés. Beaucoup sont morts. Les faibles, les malchanceux, les mal préparés, mais ceux qui ont survécu ont continué, et lentement, sur des dizaines de milliers d'années, ils ont changé. Leur corps est devenu plus trapu pour conserver la chaleur. Leur nez est devenu plus grand pour réchauffer l'air glacial avant qu'il ne parvienne à leurs poumons. Leurs muscles sont devenus plus denses, leurs os plus épais, leurs cerveaux ont grossi, développant de nouvelles zones pour les aider à faire face aux incroyables défis de la vie glaciaire. Il y a 400 000 ans, ils n'étaient plus Homo heidelbergensis. Ils étaient devenus quelque chose de nouveau, quelque chose parfaitement adapté au monde brutal dans lequel ils vivaient. Ils étaient devenus des Néandertaliens. Le nom vient de la vallée de Néandé en Allemagne, où le premier fossile reconnu a été trouvé en 1856, mais cette découverte était en réalité un accident.
Des travailleurs de carrière faisaient exploser du calcaire pour la construction d'un chemin de fer lorsqu'ils ont découvert quelque chose qui allait changer à jamais notre compréhension de l'histoire humaine. Un crâne différent de tout ce que quiconque avait jamais vu. Il avait des arêtes sourcilières massives, un front incliné, des os épais et lourds. Au début, les scientifiques ne savaient pas quoi en faire. Certains pensaient qu'il s'agissait d'un humain moderne déformé. D'autres suggéraient que c'était peut-être un crâne nu, certains ont même affirmé que c'était les restes d'un soldat russe qui était entré dans la grotte pour mourir. Mais à mesure que d'autres fossiles apparaissaient à travers l'Europe, la vérité est devenue incontestable. Ce n'étaient pas des humains modernes. C'était autre chose, quelque chose de plus ancien, quelque chose qui avait vécu en Europe bien avant que les humains modernes n'y arrivent. Ils l'ont appelé Homo néanderthalensis, l'homme de Néandertal. Et plus ils trouvaient des fossiles, plus l'histoire devenait incroyable. Les Néandertaliens n'étaient pas seulement en Allemagne. Ils étaient partout. De l'Espagne à la Sibérie, de la Grande-Bretagne au Moyen-Orient, ils avaient colonisé une zone s'étendant sur 8000 km d'est en ouest. Tout pendant l'ère glaciaire, tout en survivant dans des conditions qui tueraient les humains modernes. Pensez à cela un instant. Pendant que nos ancêtres évoluaient encore en Afrique, les Néandertaliens avaient déjà conquis tout un continent. Le site de Semadillo Hueso en Espagne nous donne un aperçu de la durée de leur perfectionnement de leurs compétences en matière de survie. Profondément dans un système de grottes, les archéologues ont trouvé les restes d'au moins 28 Néandertaliens primitifs. Ils sont morts il y a environ 430 000 ans. Certains montrent des signes de violence, des marques de coupures, des crânes fracturés, des signes qu'ils ont été tués et peut-être mangés par d'autres humains. Mais voici ce qui est incroyable. Même il y a 430 000 ans, ces premiers Néandertaliens montraient déjà des signes de comportement complexes. Ils avaient déposé ces corps à un endroit précis, loin de leur zone de vie, au fond de la grotte. Ce n'était pas aléatoire. C'était intentionnel. Le docteur Juan Luis Arrazaga, qui a excavé le site, a appelé cela une accumulation délibérée de cadavres. Que ce soit pour l'élimination, l'enterrement ou autre chose, cela montre que les Néandertaliens réfléchissaient à la mort d'une manière sophistiquée presque 500 000 ans plus tôt. Mais les corps de Seaudo Hueso nous disent autre chose, quelque chose de plus sombre. Beaucoup de ces premiers Néandertaliens sont morts violemment. Le crâne d'un individu, surnommé crâne 17, montre des traumatismes massifs. Quelque chose a frappé cette personne à la tête avec suffisamment de force pour la tuer instantanément. La forme de la blessure suggère qu'elle a été faite par une hache à main délibérément. Ce n'était pas un accident. C'était un meurtre. Et cela nous montre qu'il y a 430 000 ans, les Néandertaliens étaient capables à la fois de penser de manière complexe et de commettre des violences extrêmes. Ils pouvaient planifier, coordonner, tuer. Ce n'étaient pas les brutes à l'esprit simple de l'imagination populaire. Ce étaient des prédateurs sophistiqués, et ils ne faisaient que commencer. Au fur et à mesure que les ères glaciaires se poursuivaient, les Néandertaliens ne se contentaient pas de survivre, ils prospéraient. Leur population s'est étendue à travers l'Europe et l'Asie occidentale. Ils ont développé de nouvelles technologies, de nouvelles stratégies de chasse, de nouvelles façons de traiter la nourriture et les matériaux. À Scherningen en Allemagne, les archéologues ont trouvé quelque chose qui a tout changé dans ce que nous pensions savoir sur la chasse des premiers humains. Des lances en bois vieilles de 300 000 ans. Toujours aiguisées, toujours équilibrées, toujours mortelles. Ce n'étaient pas de simples bâtons pointus. Ce étaient des armes conçues. Les pointes étaient durcies au feu. L'équilibre était parfait pour lancer. Le bois était soigneusement sélectionné à partir d'arbres spécifiques. Chaque détail était conçu dans un seul but, tuer de grands animaux à courte distance. Le docteur Hartmut Timmer, qui a découvert les lances, a été impressionné par leur sophistication. Les lances démontrent que les premiers humains étaient capables de penser abstraitement et de planifier de manière complexe il y a 300 000 ans. Penser abstraitement, planifier de manière complexe il y a 300 000 ans. Mais les lances de Scholl n'en étaient que le début. À mesure que les Néandertaliens se sont répandus à travers l'Europe, ils ont développé un ensemble complet d'outils sophistiqués. La technique de lever a révolutionné la fabrication des outils en pierre. Au lieu de simplement écailler des éclats de roche, les Néandertaliens ont appris à préparer des noyaux de pierre à l'avance.
Ils pouvaient façonner une roche de manière à produire, d'un coup précis, un outil parfait, tranchant, symétrique, prêt à l'emploi. Ce n'était pas du tâtonnement. C'était de l'ingénierie. Les Néandertaliens pouvaient regarder un morceau de pierre et visualiser l'outil caché à l'intérieur. Ils pouvaient planifier des dizaines d'étapes à l'avance, préparant des noyaux qu'ils n'utiliseraient peut-être que des semaines ou des mois plus tard. Des expériences modernes montrent que l'apprentissage de la technique de lever nécessite des années de pratique. Cela exige une compréhension des schémas de fracture de la pierre qui défierait un ingénieur moderne. Pourtant, les Néandertaliens l'ont maîtrisé il y a 300 000 ans et l'ont utilisé presque inchangé pendant le quart de million d'années suivantes. Pourquoi ne l'ont-ils pas amélioré ? Certains scientifiques soutiennent que c'est parce que les Néandertaliens manquaient de créativité. Mais il y a une autre explication. La technique de lever était tellement efficace, tellement parfaitement adaptée à leurs besoins qu'elle n'avait pas besoin d'être améliorée. Si ce n'est pas cassé, ne le répare pas. Et les Néandertaliens avaient plein d'autres innovations sur lesquelles travailler, comme le feu. Contrôler le feu a été l'une des percées technologiques les plus importantes de l'histoire humaine. Cela signifiait la chaleur en hiver, la protection contre les prédateurs, la capacité de cuire les aliments et d'en extraire plus de nutrition, la lumière dans l'obscurité. Les premiers humains utilisaient le feu depuis des centaines de milliers d'années, mais les Néandertaliens l'ont amené à un tout nouveau niveau. Ils ne se contentaient pas d'entretenir des feux qui démarraient naturellement. Ils pouvaient faire du feu à partir de rien. En utilisant du silex et de la pyrite, créant des étincelles, nourrissant de petites flammes jusqu'à de grandes flammes. Cela ne nécessitait pas seulement des compétences techniques, mais une compréhension profonde des matériaux de combustion et du timing. Les fouilles récentes sur des sites comme Bishpit en Angleterre montrent que les Néandertaliens utilisaient le feu de manière systématique il y a 400 000 ans. Pas seulement pour la chaleur ou la cuisson, mais pour la fabrication des outils. Ils chauffaient le silex pour le rendre plus facile à travailler. Ils durcissaient les lances en bois dans les flammes. Ils utilisaient le feu pour extraire de la résine de bouleau, créant ainsi le premier adhésif synthétique au monde. C'est vrai. Les Néandertaliens ont inventé la colle. 200 000 ans avant les humains modernes. Le processus de fabrication de la résine de bouleau est incroyablement complexe. Il faut chauffer l'écorce de bouleau à la température exacte, en l'absence d'oxygène, pendant la durée exacte. Trop chaud et vous obtenez du charbon. Trop froid et rien ne se passe. Trop d'oxygène et tout brûle. Des expériences modernes montrent que fabriquer de la résine de bouleau nécessite une compréhension de la chimie qui n'a été découverte qu'au XVIIIe siècle. Pourtant, les Néandertaliens l'ont compris par eux-mêmes. Ils l'ont utilisé pour fixer des lames de pierre sur des manches en bois, créant des outils composites qui étaient plus forts et plus efficaces que tout ce qui existait auparavant. Mais peut-être que l'innovation la plus impressionnante des Néandertaliens a été leur approche de la chasse. L'Europe de l'âge glaciaire était pleine de grands animaux dangereux. Des mammouths laineux qui mesuraient 3,30 mètres de hauteur et pesaient 6 tonnes. Des rhinocéros laineux avec des cornes mortelles. Des ours des cavernes plus grands que les grizzlies modernes. Des aurochs, ancêtres du bétail, avec des tempéraments à la hauteur de leur taille. Les Néandertaliens les ont tous chassés. Pas à distance avec des arcs et des flèches. Ceux-ci n'avaient pas encore été inventés. Les Néandertaliens chassaient de près avec des lances, face à face avec certains des animaux les plus dangereux ayant jamais existé. Les preuves sont inscrites dans leurs os. Les squelettes des Néandertaliens montrent un nombre incroyable de blessures guéries, des côtes fracturées, des crânes fracturés, des vertèbres endommagées. Le modèle des blessures est tellement distinctif que les scientifiques lui ont donné un nom, le syndrome néandertalien. Où ailleurs voyons-nous ce modèle de blessure ? Chez les cavaliers de rodéo, les professionnels de la corrida, des gens dont le travail consiste à être projetés par de grands animaux en colère de manière régulière. C'était la vie des Néandertaliens. Chaque chasse était potentiellement mortelle. Chaque repas était gagné au risque de la vie et des membres. Mais ils ont continué à le faire pendant 400 000 ans. Comment ? La réponse réside dans leur structure sociale. Les Néandertaliens ne chassaient pas seuls. Ils chassaient en groupe. Des groupes coordonnés qui pouvaient entourer les proies, conduire les animaux dans des pièges et abattre des créatures bien plus grandes et plus fortes que tout humain individuel.
Sur des sites comme Moran en France, les archéologues ont trouvé les restes de 137 bisons, tous tués par des Néandertaliens, tous abattus avec une précision chirurgicale. Ce n'était pas de la chasse au hasard. C'était une exploitation organisée et planifiée des ressources naturelles. Le site montre des preuves d'une utilisation répétée sur des milliers d'années. Les Néandertaliens revenaient sur ce lieu encore et encore, utilisant les mêmes techniques, les mêmes stratégies, les mêmes terrains de chasse. Ils avaient transformé la chasse en une science et ils l'enseignaient à leurs enfants. Les sites néandertaliens à travers l'Europe montrent des preuves d'occupation multigénérationnelle. Des familles vivant aux mêmes endroits pendant des décennies, transmettant des connaissances, enseignant des compétences, bâtissant des traditions. À Terra Amatar en France, les archéologues ont trouvé des preuves de camps saisonniers utilisés par les mêmes groupes de Néandertaliens pendant des milliers d'années. Ils arrivaient au printemps, lorsque les troupeaux migraient à travers la vallée. Ils chassaient, prêtaient la viande, fabriquaient des outils, puis ils partaient en suivant les animaux, suivant les ressources. L'année suivante, ils revenaient. Ce n'était pas une errance aléatoire. C'était une gestion sophistiquée des ressources. Les Néandertaliens comprenaient le comportement des animaux. Ils pouvaient prévoir les migrations. Ils pouvaient planifier des mois, voire des années à l'avance. Ils étaient les premiers nomades et ils étaient incroyablement bons dans ce domaine. Il y a 200 000 ans, les Néandertaliens avaient établi un mode de vie parfaitement adapté à l'Europe de l'âge glaciaire. Ils avaient les outils. Ils avaient les compétences. Ils avaient l'organisation sociale. Ils avaient des territoires qui s'étendaient de l'Atlantique à l'Asie centrale. Ils étaient les maîtres incontestés de leur monde. Et puis quelque chose s'est produit. Quelque chose qui allait tester tout ce qu'ils avaient appris, tout ce qu'ils avaient construit, tout ce qu'ils étaient devenus. Le climat a encore changé. Il y a environ 200 000 ans, l'Europe est entrée dans l'une des périodes glaciaires les plus sévères de son histoire. Les températures ont chuté, les couches de glace se sont étendues. L'environnement dans lequel les Néandertaliens avaient passé des centaines de milliers d'années à s'adapter est devenu encore plus dur, encore plus impitoyable. De nombreuses espèces se sont éteintes. D'autres ont migré vers le sud à la recherche de climats plus chauds. Mais les Néandertaliens sont restés. Ils se sont adaptés. Ils ont survécu. Et ils allaient maintenant affronter leur plus grand défi. Il y a 200 000 ans, l'Europe devenait de plus en plus froide. Beaucoup plus froide. Les températures moyennes ont chuté de 10 degrés Celsius. Cela ne semble pas beaucoup, mais c'était la différence entre la survie et l'extinction pour la plupart des espèces. Les glaciers ont avancé du nord, couvrant la Scandinavie et une grande partie de la Grande-Bretagne sous des kilomètres de glace. Les forêts dans lesquelles les Néandertaliens chassaient depuis des millénaires se sont transformées en toundra gelée. Les rivières ont gelé pendant des mois d'affilée. La nourriture est devenue rare. Cela aurait dû marquer la fin de l'histoire des Néandertaliens. Au lieu de cela, c'est à ce moment-là qu'ils ont véritablement montré leur génie. Permettez-moi de vous emmener à Noir Nord, en Allemagne, il y a 125 000 ans. C'était en plein hiver, et un groupe de Néandertaliens venait de terminer une des opérations de transformation alimentaire les plus sophistiquées de l'histoire préhistorique. Autour d'eux se trouvent les restes de 172 grands animaux. Cerfs rouges, chevaux, aurochs. Certains des os sont massifs. Des fémurs de la taille de bâtons de baseball. Des crânes pesant 50 livres. Mais chacun d'eux a été systématiquement brisé en fragments ne dépassant pas la taille de votre pouce. Ce n'était pas de la violence aléatoire. C'était de l'ingénierie de précision. Le docteur Sabine Galzinski-Winter a passé des mois à analyser ces fragments d'os. Ce qu'elle a découvert a changé tout ce que nous pensions savoir sur l'intelligence des Néandertaliens. Les os ont été traités de manière très spécifique, a-t-elle expliqué. Ils ont été fissurés pour en extraire la moelle, puis systématiquement fragmentés pour accéder à la graisse stockée dans la matrice osseuse elle-même. Cela nécessitait une connaissance détaillée de l'anatomie, de la nutrition et des techniques de transformation alimentaire. Mais voici la partie incroyable. Extraire de la graisse des os n'est pas simple. Vous ne pouvez pas simplement les briser et les gratter. La graisse est stockée dans de minuscules poches tout au long de la structure osseuse. Pour l'obtenir, il faut écraser les os en petits morceaux,
puis les chauffer dans de l'eau jusqu'à ce que la graisse fonde et remonte à la surface. C'est exactement ce que faisaient les Néandertaliens il y a 125 000 ans. Ils avaient construit ce que les chercheurs appellent aujourd'hui une usine de graisse. Une opération systématique pour traiter de grandes quantités de graisse animale. De la graisse qui pouvait être stockée pendant des mois. De la graisse qui contenait suffisamment de calories pour soutenir des communautés entières pendant l'hiver brutal. Réfléchissez à ce que cela nécessitait. Premièrement, ils devaient comprendre la nutrition. Ils savaient que seule la protéine ne suffisait pas à les maintenir en vie. Trop de protéines sans graisse entraîne ce qu'on appelle la malnutrition du lapin, une condition où votre corps ne peut littéralement plus traiter toute la viande maigre. Vous pouvez manger constamment et mourir de faim malgré tout. Les Néandertaliens ont compris cela 125 000 ans avant que nous lui donnions un nom. Deuxièmement, ils devaient comprendre la conservation des aliments. La graisse ne se gâte pas aussi rapidement que la viande. Elle peut être stockée pendant des mois sans réfrigération. En extrayant et en stockant la graisse, les Néandertaliens créaient essentiellement des rations d'urgence pour les mois maigres à venir. Troisièmement, ils devaient coordonner d'énormes opérations de chasse. 172 grands animaux, ce n'est pas quelque chose que l'on tue par accident. Cela nécessitait de la planification, du travail d'équipe et des compétences incroyables. Mais la partie la plus impressionnante, c'est qu'ils faisaient tout cela sans aucun des outils que nous considérons comme essentiels. Pas de casserole métallique pour faire bouillir de l'eau, pas de contenant pour le stockage, pas de balance pour la mesure. À la place, ils improvisaient. Ils utilisaient des peaux d'animaux comme récipients de cuisson, chauffant l'eau en y jetant des pierres chaudes. Ils créaient des contenants à partir d'écorces de bouleau. Ils mesuraient à l'œil et à l'expérience, et cela fonctionnait parfaitement. Les preuves provenant de Noark Nord montrent que les Néandertaliens sont revenus sur ce site à plusieurs reprises au cours de milliers d'années, génération après génération, revenant au même endroit près du lac, utilisant les mêmes techniques, traitant les animaux avec la même précision systématique. Ce n'était pas simplement de la survie. C'était de la maîtrise. Mais Noark Nord n'était qu'un exemple de l'ingéniosité des Néandertaliens. À travers l'Europe, les sites archéologiques révèlent un peuple qui avait transformé la survie pendant l'ère glaciaire en un Arctique. Prenez leur stratégie de chasse. Les humains modernes ont tendance à penser à la chasse préhistorique comme à quelque chose de brut et simple. Chasser un animal, lancer une lance, espérer le meilleur. Les Néandertaliens étaient beaucoup plus sophistiqués. Donc, dans le sud de la France, des chercheurs ont trouvé des preuves de l'une des opérations de chasse les plus complexes de l'histoire préhistorique. Le site contient les restes de milliers de bisons, tous tués par les Néandertaliens sur une période de plusieurs milliers d'années. Mais ce n'étaient pas des tueries aléatoires. Les bisons ont tous été tués au même endroit, dans un cul-de-sac naturel où les animaux ne pouvaient pas s'échapper une fois qu'ils y avaient été poussés. Les Néandertaliens avaient identifié un terrain de chasse parfait et l'avaient exploité pendant des millénaires. Le docteur Mark White de l'université de Durham a étudié le site pendant des années. Ce qu'il a trouvé l'a époustouflé. Les Néandertaliens étaient très habiles pour repérer des endroits dans leur territoire où les animaux pouvaient être désavantagés, a-t-il expliqué. Ils utilisaient le comportement de fuite des animaux pour les manipuler et les conduire dans ces endroits où ils tuaient autant d'animaux qu'ils pouvaient. Cela nécessitait une connaissance intime du comportement des animaux. Les Néandertaliens comprenaient comment les bisons réagiraient sous pression. Ils savaient quels itinéraires les troupeaux prendraient lorsqu'ils fuyaient. Ils pouvaient prédire les mouvements des animaux des semaines ou des mois à l'avance. Sur le site de Zolan en Pologne, les Néandertaliens ont utilisé une stratégie différente. Ils ciblaient les troupeaux de chevaux lors de traversées de rivières, poussant les animaux sur une plaine herbeuse inondée dans des goulots d'étranglement naturels où l'évasion était impossible. Dans chaque cas, les Néandertaliens ne se contentaient pas de chasser. Ils utilisaient leur environnement comme une arme. Mais peut-être que l'exemple le plus incroyable vient de Jersey, dans les îles anglo-normandes. Il y a 180 000 ans, les Néandertaliens là-bas faisaient quelque chose qui ne devrait pas être possible. Ils chassaient des mammouths, pas occasionnellement, mais régulièrement. Le site de Laco de Samrad contient les restes d'au moins 20 mammouths, tous tués par les Néandertaliens à l'aide d'une technique de chasse si audacieuse qu'elle vous coupe le souffle. Ils poussaient les mammouths du haut des falaises. Imaginez cela. Un groupe de Néandertaliens repère un troupeau de mammouths. Ces animaux sont gigantesques,
mesurant 3,30 mètres de hauteur, pesant 6 tonnes chacun. Leurs défenses mesurent 3 mètres et sont tranchantes comme des rasoirs. Ils sont entourés du troupeau, qui les défendra jusqu'à la mort. Tout prédateur sain d'esprit chercherait une proie plus facile. Les Néandertaliens ont cherché un terrain plus élevé. Ils positionnaient des chasseurs des deux côtés d'un ravin, puis ils paniquaient les mammouths, les poussant vers le bord de la falaise. Au moment crucial, ils chargeaient par derrière, forçant les énormes animaux à tomber. Les mammouths qui survivaient à la chute étaient achevés avec des lances. Ceux qui mouraient à l'impact étaient immédiatement dépecés, leur viande conservée pour les mois à venir. Le docteur Matt Pope de l'University College London a étudié le site de Jersey en profondeur. Sa conclusion était nette. Il s'agissait d'une exploitation systématique répétée des mammouths utilisant une compréhension sophistiquée de la topographie et du comportement des animaux. Pensez à la coordination que cela nécessitait. Des dizaines de chasseurs travaillant ensemble. Un timing de précision. Une confiance totale dans les capacités de chacun. Une erreur et toute l'équipe de chasse pourrait être écrasée à mort. Pourtant, les Néandertaliens ont fait cela régulièrement pendant des milliers d'années. Mais la chasse n'était qu'une partie de leur stratégie de survie. Tout aussi important était ce qui se passait après la chasse. Les Néandertaliens ne gâchaient rien. Sur des sites à travers l'Europe, les chercheurs trouvent des preuves de techniques de boucherie incroyablement efficaces. Chaque morceau de viande était consommé. Chaque os était traité pour en extraire la moelle. Les peaux étaient soigneusement préparées pour fabriquer des vêtements et des abris. Sur le site d'Abric Roman en Espagne, les archéologues ont trouvé des preuves de boucherie sélective qui impressionneraient une usine moderne de transformation de la viande. Les Néandertaliens ciblaient des morceaux spécifiques de viande, en ignorant d'autres, et traitaient les carcasses avec une précision chirurgicale. Ils savaient quelle partie d'un animal fournissait la nutrition la plus riche. Ils comprenaient comment extraire la valeur maximale de chaque chasse. Ils avaient transformé la boucherie en une science, et ils enseignaient ces compétences à leurs enfants. Les preuves provenant de sites comme Casnes ou Cave en Israël montrent que de jeunes Néandertaliens pratiquaient les techniques de fabrication d'outils, apprenaient à façonner le silex, comprenaient la gestion du feu, maîtrisaient les compétences complexes nécessaires à la survie. Ce n'était pas aléatoire. L'éducation des Néandertaliens était systématique et approfondie. Les enfants apprenaient en observant, puis en pratiquant sous supervision. Les compétences étaient transmises à travers les générations avec une étonnante cohérence. Mais l'aspect le plus impressionnant de la société des Néandertaliens n'était pas leur chasse ou leur fabrication d'outils. C'était leur soin mutuel. Le squelette de l'Achaplar en France raconte une histoire incroyable. Cet individu était vieux pour un Néandertal, probablement plus de 40 ans. Il souffrait d'arthrite sévère. Ses dents étaient presque inexistantes. Il ne pouvait ni chasser ni même mâcher de la viande dure. Dans la plupart des sociétés animales, il aurait été abandonné pour mourir. Au lieu de cela, sa communauté s'est occupée de lui, l'a nourri, l'a protégé, le gardant en vie pendant des années après qu'il ait cessé d'être productif. Les squelettes de la grotte de Shanidar racontent des histoires similaires. Shanidar était aveugle d'un œil et avait un bras atrophié à cause d'une blessure survenue dans son enfance. Il a vécu jusqu'à plus de 40 ans, un âge avancé pour un Néandertal. Quelqu'un l'a nourri, s'est occupé de lui, l'a valorisé malgré ses handicaps. Shanidar III a été tué par une blessure de lance qui a pénétré ses poumons, mais l'os montre des signes de guérison autour de la blessure. Il a survécu pendant des semaines ou des mois après la blessure. Quelqu'un l'a soigné pour le remettre sur pied. Le docteur Penny Spikin de l'Université de York a étudié en profondeur les soins de santé chez les Néandertaliens. Sa conclusion est remarquable. Les Néandertaliens montrent des preuves de compassion et de soins qui rivalisent avec tout ce que l'on voit dans les sociétés humaines modernes de chasseurs-cueilleurs. Cela remet en question tout ce que nous pensions savoir sur la vie préhistorique. Nous l'imaginons comme brutale, courte et égoïste. Chaque individu luttant pour survivre sans se soucier des autres. Les Néandertaliens nous montrent quelque chose de différent. Une société où les faibles étaient protégés, où le savoir était valorisé plus que la force, où les communautés prenaient soin de leurs membres. Mais leur réalisation la plus incroyable a été leur adaptation au changement climatique. Sur plus de 400 000 ans,
les Néandertaliens ont vécu à travers des dizaines d'ères glaciaires. Des périodes où les températures ont chuté de 15 degrés Celsius ou plus, où les couches de glace recouvraient la majeure partie de l'Europe, où l'environnement changeait complètement tous les quelques milliers d'années, et à chaque fois, ils s'adaptaient. Lorsque les forêts ont disparu, ils ont appris à chasser dans la toundra ouverte. Lorsque les grandes proies sont devenues rares, ils ont développé des techniques pour attraper des animaux plus petits. Lorsque les aliments végétaux ont disparu, ils ont trouvé de nouvelles sources de nutrition. Les fouilles récentes sur des sites comme Abric Pidaro en Espagne montrent que les Néandertaliens prospéraient pendant certaines des périodes climatiques les plus difficiles de l'histoire. Ils ne se contentaient pas de survivre, ils maintenaient des sociétés complexes, des technologies sophistiquées et des traditions culturelles riches. Le docteur Sofia Samparo, qui a excavé Abric Pidaro, a été stupéfaite par ce qu'elle a trouvé. Le site offre des aperçus uniques de la vie des Néandertaliens pendant l'une des périodes de froid les plus sévères de la Terre. Ils ont identifié et exploité des environnements favorables, montrant qu'ils pouvaient s'adapter aux changements climatiques extrêmes. Et ils l'ont fait sans aucun des avantages que nous considérons comme essentiels à la survie. Pas d'agriculture, pas d'animaux domestiqués, pas d'outils en métal, pas de langage écrit. Juste de l'intelligence, de la coopération et une incroyable capacité d'adaptation. Il y a 60 000 ans, les Néandertaliens avaient perfectionné leur mode de vie. Ils avaient des technologies qui fonctionnaient, des structures sociales qui soutenaient leur communauté, des stratégies qui avaient été testées pendant des centaines de milliers d'années. Ils contrôlaient des territoires s'étendant de l'Espagne à la Sibérie. Ils avaient survécu aux changements climatiques qui ont détruit d'innombrables autres espèces. Ils avaient construit une civilisation parfaitement adaptée à l'Europe de l'ère glaciaire. Ils semblaient invincibles. Et puis quelque part en Afrique, un autre groupe d'humains se préparait à quitter leur terre d'origine. Des humains qui avaient évolué en isolation pendant des centaines de milliers d'années. Des humains avec des cerveaux légèrement différents, des outils différents, des façons différentes d'organiser leur société. Ces humains n'avaient jamais connu l'Europe de l'ère glaciaire. Ils n'avaient jamais chassé de mammouths, ni transformé de graisse, ni survécu à des températures qui pouvaient geler votre souffle. Ils n'avaient aucune idée de ce qui les attendait. Mais ils avaient quelque chose d'autre, quelque chose qui allait tout changer. Ils savaient les uns les autres, en plus grand nombre que les Néandertaliens n'auraient jamais imaginé. Et ils venaient du sud. La collision entre ces deux espèces humaines allait déterminer l'avenir de notre planète. Un groupe avait 400 000 ans d'expérience dans l'ère glaciaire. L'autre avait de l'innovation, des chiffres et des technologies qui n'avaient jamais été testées dans les hivers européens. Un seul allait survivre à la rencontre. La question qui hante les scientifiques aujourd'hui est simple. Pourquoi les Néandertaliens n'ont-ils pas été les gagnants? Aujourd'hui, toute personne dont les ancêtres venaient de l'extérieur de l'Afrique porte des gènes de Néandertal. Environ 2% de l'ADN européen et asiatique provient directement des Néandertaliens. Cela nous dit quelque chose d'important sur ces premières rencontres. Elles n'étaient pas toujours violentes. Le docteur Svante Pääbo, qui a remporté le prix Nobel pour le séquençage du génome de Néandertal, l'a dit clairement. Ils se sont rencontrés et ils se sont accouplés. Mais les preuves génétiques révèlent quelque chose de perturbant. Bien que les humains modernes portent l'ADN de Néandertal, les fossiles de Néandertal tardifs montrent presque aucune influence génétique humaine moderne. Le flux génétique se produisait dans une seule direction. Les humains modernes absorbaient les gènes de Néandertal. Les Néandertaliens n'absorbaient pas les gènes des humains modernes. Le docteur Chris Stringer, du Muséum d'histoire naturelle de Londres, pense qu'il sait pourquoi. Il est possible que seules certaines combinaisons d'accouplement aient été couronnées de succès. Peut-être que seuls les Néandertaliens mâles et les humaines modernes femelles pouvaient produire des descendants viables. Si c'est vrai, cela signifie quelque chose de glaçant. Chaque fois qu'une femme néandertale quittait sa communauté pour rejoindre les humains modernes, la population de Néandertal devenait plus petite. Chaque événement de reproduction réussi était aussi un pas vers l'extinction. Les nouveaux arrivants ne se contentaient pas de rivaliser avec les Néandertaliens. Ils les absorbaient. Mais la génétique ne raconte qu'une partie de l'histoire. Le changement climatique allait rendre tout cela encore plus difficile. Il y a 45 000 ans, juste au moment où les humains modernes s'installaient en Europe, le climat prit un tournant catastrophique. Les géologues l'appellent l'événement Heinrich IV.
D'énormes couches de glace se sont effondrées dans l'Atlantique Nord, perturbant les courants océaniques et plongeant l'Europe dans l'une des périodes les plus froides des 100 000 dernières années. Les températures ont chuté de 10 degrés Celsius en quelques décennies. Les forêts sont mortes. Les prairies se sont transformées en toundra. Les grands herbivores que les Néandertaliens chassaient depuis des millénaires ont soit migré vers le sud, soit se sont éteints. Cela aurait dû être le territoire de Néandertal. Ce sont eux les spécialistes de l'âge glaciaire. Ils avaient survécu à des dizaines de catastrophes climatiques similaires au cours des 400 000 dernières années. Mais cette fois-ci, c'était différent. Cette fois-ci, ils n'étaient pas seuls. Les nouveaux arrivants avaient quelque chose que les Néandertaliens n'avaient jamais rencontré auparavant. Du renfort. Lorsque les populations de Néandertal avaient chuté lors des événements climatiques précédents, elles se reconstruisaient lentement dans l'isolement. Mais maintenant, chaque territoire vacant était occupé par des vagues d'humains modernes migrant du sud. Il n'y avait nulle part où se replier, nulle part où se remettre. Le docteur John Shea de l'université Stony Brook étudie les modèles d'extinction dans les populations préhistoriques. Son analyse est claire. Finalement, il devient trop froid pour trouver de la nourriture et ils sont morts de froid. Mais cette fois, lorsque les populations de Néandertal ont diminué, les humains sont arrivés et ont pris possession du territoire. Et puis les choses sont devenues encore pires. Il y a 39 000 ans, le mont Vésuve n'était pas le seul volcan menaçant l'Europe antique. Près de Naples, en Italie, un autre volcan appelé Campifleugré a explosé avec la force de 1000 explosions du mont Saint-Hélène. L'éruption de la Ignimbrite campanienne a été l'une des plus grandes explosions volcaniques de l'histoire européenne. Elle a éjecté 150 miles cubes de cendres et de roches dans l'atmosphère. Le nuage de cendres a recouvert la majeure partie de l'Europe de l'Est sous plusieurs centimètres de débris volcaniques. Le docteur Golivanova, qui a étudié les preuves géologiques, pense que cette éruption a porté le coup fatal à de nombreuses populations de Néandertal. Les dégâts environnementaux ont été graves. La végétation a été dévastée sur de vastes zones. Les animaux dont les Néandertaliens dépendaient sont soit morts, soit ont migré loin des régions touchées. Les sites archéologiques à travers l'Europe racontent la même histoire. Les couches d'occupation néandertalienne de cette période montrent un abandonnement soudain, des outils laissés derrière, des feux qui n'ont jamais été rallumés, des preuves de communautés qui ont tout simplement disparu. Mais l'hiver volcanique n'était pas la seule catastrophe frappant les populations de Néandertal. Des recherches récentes suggèrent qu'ils faisaient face à un ennemi invisible encore plus meurtrier que le changement climatique, les maladies. Le docteur Gilly Greenban de l'université de Stanford a développé des modèles informatiques de ce qui aurait pu se produire lorsque les humains modernes ont rencontré pour la première fois les Néandertaliens. Ces résultats sont perturbants. Nos recherches suggèrent que les maladies ont joué un rôle plus important dans l'extinction des Néandertaliens que ce que l'on pensait auparavant. Elles pourraient même être la principale raison pour laquelle les humains modernes sont maintenant le seul groupe humain restant sur la planète. La théorie fonctionne ainsi. Les humains modernes avaient évolué en Afrique tropicale où la pression des maladies est intense. Ils avaient été exposés à des pathogènes de nombreuses espèces animales, y compris des animaux domestiques et précoces. Leurs systèmes immunitaires étaient éprouvés au combat. Les Néandertaliens avaient évolué dans l'environnement relativement stérile de l'Europe de l'ère glaciaire. Ils avaient une excellente immunité aux maladies locales, mais aucune résistance aux pathogènes tropicaux. Lorsque les deux populations se sont rencontrées, les humains modernes pouvaient être considérés comme des armes biologiques. Les modèles de Greenbund montrent que même de petites différences dans la résistance aux maladies auraient pu donner aux humains modernes un avantage décisif. Il est possible qu'au moment où les humains modernes ont presque été entièrement libérés du fardeau supplémentaire des maladies de Néandertal, ces derniers étaient toujours très vulnérables aux maladies humaines modernes. Ce n'était pas de la guerre biologique intentionnelle. Aucune des deux espèces ne comprenait la transmission des maladies. Mais le résultat aurait été le même. Les populations de Néandertal s'effondrant chaque fois qu'elles entraient en contact avec les nouveaux arrivants. Les preuves archéologiques soutiennent cette théorie. Les sites de Néandertal ne montrent pas de preuves de batailles massives ou de conquêtes violentes. Au lieu de cela, ils montrent un abandon graduel. Des communautés qui ont lentement diminué et disparu. C'était une extinction silencieuse. Mais les Néandertaliens ne sont pas partis tranquillement.
Alors que leur monde s'effondrait autour d'eux, ils ont fait un dernier acte de résistance. Il y a 40 000 ans, les dernières populations de Néandertal se sont retirées dans leur refuge ultime, la péninsule ibérique. Le sud de l'Espagne et le Portugal sont devenus le dernier bastion des Néandertaliens, protégeant des communautés qui avaient survécu à tout ce que l'Europe de l'ère glaciaire pouvait leur infliger. Les grottes de Gibraltar racontent l'histoire de ces dernières populations. La grotte de Gorom, perchée sur la côte méditerranéenne, contient des preuves d'occupation de Néandertal jusqu'à au moins 32 000 ans, peut-être plus longtemps. Ce n'étaient pas des survivants désespérés accrochés à leur existence. Les Néandertaliens de Gibraltar prospéraient. Ils chassaient des dauphins et des phoques. Ils collectaient des coquillages et des oiseaux. Ils fabriquaient des outils sophistiqués et maintenaient des structures sociales complexes. Le docteur Clive Fennell, qui a excavé la grotte de Gorom, a été stupéfait par ce qu'il a trouvé. Les Néandertaliens ici n'étaient pas en déclin. Ils s'étaient adaptés à un environnement côtier et exploitaient avec succès les ressources marines. Ils avaient même commencé à créer de l'art. Des motifs géométriques gravés dans les murs de la grotte. Des symboles qui pourraient avoir un sens que nous ne comprendrons jamais, mais leur isolement était aussi leur malédiction. Coupées des autres populations de Néandertal, les communautés de Gibraltar étaient génétiquement piégées. Sans apport de sang nouveau, elles ont commencé à souffrir de la dépression consanguine. Des populations qui comptaient autrefois des milliers de personnes ont diminué jusqu'à atteindre des centaines, puis des dizaines. Les analyses génétiques des fossiles de Néandertal tardifs montrent les signes caractéristiques de consanguinité, une forte mortalité infantile, une fertilité réduite, l'accumulation de défauts génétiques qui affaiblissaient chaque nouvelle génération. La même chose qui les avait rendus maîtres de l'Europe de l'ère glaciaire, leur petite communauté soudée, est devenue leur plus grande faiblesse. Pendant ce temps, les populations humaines modernes explosaient. Les preuves archéologiques suggèrent que les premiers groupes d'humains modernes étaient 10 fois plus grands que les communautés comparables des Néandertaliens. Ils avaient des réseaux sociaux qui s'étendaient à travers les continents. Lorsqu'un groupe échouait, d'autres pouvaient s'installer pour les remplacer. Les Néandertaliens avaient perfectionné la survie en petits groupes. Les humains modernes avaient perfectionné la survie en grands groupes. Les derniers sites de Néandertal en Espagne montrent une adaptation de plus en plus désespérée. Les outils sont devenus plus grossiers, les schémas de peuplement plus dispersés. Les preuves des traditions culturelles sophistiquées qui les avaient soutenues pendant des millénaires ont commencé à disparaître. À la grotte de Zafaria, dans le sud de l'Espagne, les dernières traces d'occupation des Néandertaliens remontent à environ 32 000 ans. Après cela, rien. Plus d'outils, plus d'os, plus de preuves des gens qui avaient régné sur l'Europe pendant 400 000 ans. Ils étaient partis. Mais le mystère demeure. Pourquoi eux? Pourquoi pas nous? Les Néandertaliens avaient tous les avantages. Ils étaient plus forts, mieux adaptés au climat, plus expérimentés avec les conditions de l'ère glaciaire. Leur cerveau était en réalité plus grand que le nôtre. Ils avaient des technologies qui avaient été perfectionnées pendant des centaines de milliers d'années. Les humains modernes étaient les nouveaux arrivants, les outsiders, l'espèce qui aurait dû être surpassée et absorbée. Et pourtant, nous voici, et eux sont éteints. Le docteur Rick Potts, du Smithsonian Institution, a passé des décennies à étudier l'évolution humaine. Sa théorie sur l'extinction des Néandertaliens est saisissante. Les Néandertaliens étaient vraiment bons pour survivre dans leurs environnements locaux. Mais si les conditions n'étaient pas favorables là où ils se trouvaient à un moment donné, ils ne semblaient pas avoir le genre d'alliances sociales à longue distance qui ont permis à Homo sapiens de surmonter tous les obstacles. Adaptabilité contre spécialisation, réseau contre isolement, innovation contre perfection. Les Néandertaliens avaient passé 400 000 ans à devenir les humains parfaits de l'ère glaciaire. Mais la perfection, il s'avère, peut être un piège. Lorsque les règles de la survie ont changé, lorsque des catastrophes climatiques sont survenues, lorsque des maladies sont arrivées, lorsque des concurrents sont apparus, les Néandertaliens n'ont pas pu s'adapter assez rapidement. Ils étaient comme des maîtres artisans qui avaient passé toute leur vie à perfectionner une seule compétence pour découvrir que le monde n'avait plus besoin de ce qu'ils avaient à offrir. Mais leur histoire ne se termine pas avec l'extinction. D'une certaine manière, elle ne fait que commencer, car les Néandertaliens n'ont pas complètement disparu.
Ils vivent dans nos gènes, dans nos systèmes immunitaires, dans la forme de nos crânes et la couleur de nos cheveux. Ils vivent aussi dans les leçons qu'ils nous ont laissées sur la survie, l'adaptation et la fragilité même des civilisations les plus réussies. La question n'est pas seulement pourquoi les Néandertaliens se sont éteints. C'est ce que leur extinction nous dit sur notre propre avenir. Parce que voici ce qui me garde éveillé la nuit. Les Néandertaliens n'étaient pas une espèce primitive qui a traversé les âges glaciaires par accident. Ils étaient nous. Ce étaient des humains intelligents, adaptables, innovants qui ont construit une civilisation qui a duré près de 500 000 ans. Et ils ont disparu en moins de 10 000 ans. Pensez à cette chronologie un instant. 400 000 ans de succès continu, survivant à des catastrophes climatiques qui ont anéanti d'innombrables autres espèces, s'adaptant à des changements environnementaux qui mettraient nos technologies modernes à l'épreuve, construisant des technologies et des structures sociales qui les ont soutenues à travers des dizaines d'ères glaciaires. Puis, en un clin d'œil géologique, ils étaient partis. Ce qui leur est arrivé pourrait bien nous arriver. Mais leur histoire ne se termine pas avec l'extinction, car les Néandertaliens n'ont jamais vraiment disparu. En ce moment, alors que vous lisez ceci, l'ADN de Néandertal circule dans vos veines. Si vos ancêtres venaient de n'importe où en dehors de l'Afrique, environ 2% de votre génome provient directement des Néandertaliens. Vous êtes en partie Néandertalien. Ce n'est pas juste une note intéressante dans votre arbre généalogique. Ces gènes de Néandertal façonnent activement ce que vous êtes. Votre système immunitaire, la couleur de vos cheveux, la teinte de votre peau, votre capacité à traiter certains aliments, même votre risque de certaines maladies. Le docteur Svante Pääbo, qui a séquencé le premier génome de Néandertal, l'exprime parfaitement. D'une certaine manière, ils ne sont pas éteints. Ils vivent dans certains d'entre nous. Avec 8 milliards de personnes sur Terre aujourd'hui, il y a plus d'ADN de Néandertal sur la planète maintenant qu'à l'époque où ils étaient réellement vivants. Des études récentes révèlent combien nous devons à notre héritage de Néandertal. Certains gènes de Néandertal aident les humains modernes à lutter contre les virus. D'autres nous aident à nous adapter aux grandes altitudes. D'autres encore influencent la façon dont nos cerveaux se développent. La femme de la grotte de Shanidar, que nous avons rencontrée au début de cette histoire, ces gènes pourraient vous aider à combattre un rhume en ce moment même. Mais les Néandertaliens nous ont laissé quelque chose de plus précieux que l'ADN. Ils nous ont laissé des leçons sur la survie que nous commençons tout juste à comprendre. La première leçon concerne le danger de la perfection. Les Néandertaliens ont passé 400 000 ans à perfectionner leur mode de vie. Leurs outils étaient incroyablement efficaces. Leur stratégie de chasse était parfaite. Leur structure sociale était parfaitement adaptée aux conditions de l'ère glaciaire. Ils avaient accompli quelque chose de remarquable, une civilisation durable qui pouvait durer des centaines de millénaires. Mais la perfection les a rendus vulnérables. Lorsque les conditions ont changé rapidement, lorsque de nouvelles maladies sont arrivées, lorsque le climat a changé, lorsque des concurrents sont apparus, les Néandertaliens n'ont pas pu s'adapter assez rapidement. Ils étaient devenus tellement spécialisés, tellement parfaitement adaptés à leur environnement spécifique qu'ils ne pouvaient pas gérer la perturbation. Les humains modernes ont adopté une approche différente. Nous étions des généralistes, adaptables, toujours en train de changer, toujours en train d'innover, toujours prêts à essayer quelque chose de nouveau. Nous étions plus désordonnés, moins efficaces, plus chaotiques, mais nous avons survécu. Le docteur Rick Potts appelle cela l'hypothèse de la sélection par variabilité. L'idée selon laquelle le succès ne vient pas de la perfection d'une seule stratégie, mais de la capacité à changer de stratégie lorsque cela est nécessaire. La clé de la survie humaine, explique Potts, n'est pas d'être parfaitement adapté à un seul environnement. C'est d'être capable de s'adapter à n'importe quel environnement. Cette leçon est plus pertinente aujourd'hui que jamais. Nous vivons dans un monde de changements rapides, de changements climatiques, de perturbations technologiques, de pandémies mondiales, de bouleversements économiques. Les défis auxquels nous faisons face aujourd'hui seraient inimaginables pour nos ancêtres il y a seulement quelques générations. Nous nous adaptons-nous ou devenons-nous comme les Néandertaliens, tellement spécialisés, tellement attachés à notre mode de vie actuel que nous ne pouvons pas changer lorsque cela est nécessaire? La deuxième leçon concerne le pouvoir et le danger de l'isolement. Les Néandertaliens vivaient dans de petites communautés soudées.
ces groupes étaient incroyablement efficaces pour survivre aux défis locaux. Ils partageaient des connaissances, se soutenaient mutuellement et maintenaient des traditions culturelles pendant des milliers d'années. Les preuves archéologiques suggèrent que les premiers groupes d'humains modernes étaient 10 fois plus grands que les communautés comparables des Néandertaliens. Ils avaient des réseaux sociaux qui s'étendaient à travers les continents. Lorsqu'un groupe échouait, d'autres pouvaient s'installer pour les remplacer. Les Néandertaliens avaient perfectionné la survie en petits groupes. Les humains modernes avaient perfectionné la survie en grands groupes. Les derniers sites de Néandertal en Espagne montrent une adaptation de plus en plus désespérée. Les outils sont devenus plus grossiers, les schémas de peuplement plus dispersés. Les preuves des traditions culturelles sophistiquées qui les avaient soutenues pendant des millénaires ont commencé à disparaître. À la grotte de Zafaria, dans le sud de l'Espagne, les dernières traces d'occupation des Néandertaliens remontent à environ 32 000 ans. Après cela, rien. Plus d'outils, plus d'os, plus de preuves des gens qui avaient régné sur l'Europe pendant 400 000 ans. Ils étaient partis. Mais le mystère demeure. Pourquoi eux? Pourquoi pas nous? Les Néandertaliens avaient tous les avantages. Ils étaient plus forts, mieux adaptés au climat, plus expérimentés avec les conditions de l'ère glaciaire. Leur cerveau était en réalité plus grand que le nôtre. Ils avaient des technologies qui avaient été perfectionnées pendant des centaines de milliers d'années. Les humains modernes étaient les nouveaux arrivants, les outsiders, l'espèce qui aurait dû être surpassée et absorbée. Et pourtant, nous voici, et eux sont éteints. Le docteur Rick Potts, du Smithsonian Institution, a passé des décennies à étudier l'évolution humaine. Sa théorie sur l'extinction des Néandertaliens est saisissante. Les Néandertaliens étaient vraiment bons pour survivre dans leurs environnements locaux. Mais si les conditions n'étaient pas favorables là où ils se trouvaient à un moment donné, ils ne semblaient pas avoir le genre d'alliances sociales à longue distance qui ont permis à Homo sapiens de surmonter tous les obstacles. Adaptabilité contre spécialisation, réseau contre isolement, innovation contre perfection. Les Néandertaliens avaient passé 400 000 ans à devenir les humains parfaits de l'ère glaciaire. Mais la perfection, il s'avère, peut être un piège. Lorsque les règles de la survie ont changé, lorsque des catastrophes climatiques sont survenues, lorsque des maladies sont arrivées, lorsque des concurrents sont apparus, les Néandertaliens n'ont pas pu s'adapter assez rapidement. Ils étaient comme des maîtres artisans qui avaient passé toute leur vie à perfectionner une seule compétence pour découvrir que le monde n'avait plus besoin de ce qu'ils avaient à offrir. Mais leur histoire ne se termine pas avec l'extinction. D'une certaine manière, elle ne fait que commencer, car les Néandertaliens n'ont pas complètement disparu. Ils vivent dans nos gènes, dans nos systèmes immunitaires, dans la forme de nos crânes et la couleur de nos cheveux. Ils vivent aussi dans les leçons qu'ils nous ont laissées sur la survie, l'adaptation et la fragilité même des civilisations les plus réussies. La question n'est pas seulement pourquoi les Néandertaliens se sont éteints. C'est ce que leur extinction nous dit sur notre propre avenir. Parce que voici ce qui me garde éveillé la nuit. Les Néandertaliens n'étaient pas une espèce primitive qui a traversé les âges glaciaires par accident. Ils étaient nous. Ce étaient des humains intelligents, adaptables, innovants qui ont construit une civilisation qui a duré près de 500 000 ans. Et ils ont disparu en moins de 10 000 ans. Pensez à cette chronologie un instant. 400 000 ans de succès continu, survivant à des catastrophes climatiques qui ont anéanti d'innombrables autres espèces, s'adaptant à des changements environnementaux qui mettraient nos technologies modernes à l'épreuve, construisant des technologies et des structures sociales qui les ont soutenues à travers des dizaines d'ères glaciaires. Puis, en un clin d'œil géologique, ils étaient partis. Ce qui leur est arrivé pourrait bien nous arriver. Mais leur histoire ne se termine pas avec l'extinction, car les Néandertaliens n'ont jamais vraiment disparu. En ce moment, alors que vous lisez ceci, l'ADN de Néandertal circule dans vos veines. Si vos ancêtres venaient de n'importe où en dehors de l'Afrique, environ 2% de votre génome provient directement des Néandertaliens. Vous êtes en partie Néandertalien. Ce n'est pas juste une note intéressante dans votre arbre généalogique. Ces gènes de Néandertal façonnent activement ce que vous êtes. Votre système immunitaire, la couleur de vos cheveux, la teinte de votre peau, votre capacité à traiter certains aliments, même votre risque de certaines maladies. Le docteur Sant Pabo, qui a séquencé le premier génome de Néandertal, l'exprime parfaitement.
D'une certaine manière, ils ne sont pas éteints. Ils vivent dans certains d'entre nous. Avec 8 milliards de personnes sur Terre aujourd'hui, il y a plus d'ADN de Néandertal sur la planète maintenant qu'à l'époque où ils étaient réellement vivants. Des études récentes révèlent combien nous devons à notre héritage de Néandertal. Certains gènes de Néandertal aident les humains modernes à lutter contre les virus. D'autres nous aident à nous adapter aux grandes altitudes. D'autres encore influencent la façon dont nos cerveaux se développent. La femme de la grotte de Shanidar, que nous avons rencontrée au début de cette histoire, ces gènes pourraient vous aider à combattre un rhume en ce moment même. Mais les Néandertaliens nous ont laissé quelque chose de plus précieux que l'ADN. Ils nous ont laissé des leçons sur la survie que nous commençons tout juste à comprendre. La première leçon concerne le danger de la perfection. Les Néandertaliens ont passé 400 000 ans à perfectionner leur mode de vie. Leurs outils étaient incroyablement efficaces. Leur stratégie de chasse était parfaite. Leur structure sociale était parfaitement adaptée aux conditions de l'ère glaciaire. Ils avaient accompli quelque chose de remarquable, une civilisation durable qui pouvait durer des centaines de millénaires. Mais la perfection les a rendus vulnérables. Lorsque les conditions ont changé rapidement, lorsque de nouvelles maladies sont arrivées, lorsque le climat a changé, lorsque des concurrents sont apparus, les Néandertaliens n'ont pas pu s'adapter assez rapidement. Ils étaient devenus tellement spécialisés, tellement parfaitement adaptés à leur environnement spécifique qu'ils ne pouvaient pas gérer la perturbation. Les humains modernes ont adopté une approche différente. Nous étions des généralistes, adaptables, toujours en train de changer, toujours en train d'innover, toujours prêts à essayer quelque chose de nouveau. Nous étions plus désordonnés, moins efficaces, plus chaotiques, mais nous avons survécu. Le docteur Rick Potts appelle cela l'hypothèse de la sélection par variabilité. L'idée selon laquelle le succès ne vient pas de la perfection d'une seule stratégie, mais de la capacité à changer de stratégie lorsque cela est nécessaire. La clé de la survie humaine, explique Potts, n'est pas d'être parfaitement adapté à un seul environnement. C'est d'être capable de s'adapter à n'importe quel environnement. Cette leçon est plus pertinente aujourd'hui que jamais. Nous vivons dans un monde de changements rapides, de changements climatiques, de perturbations technologiques, de pandémies mondiales, de bouleversements économiques. Les défis auxquels nous faisons face aujourd'hui seraient inimaginables pour nos ancêtres, il y a seulement quelques générations. Nous nous adaptons nous ou devenons-nous comme les Néandertaliens, tellement spécialisés, tellement attachés à notre mode de vie actuel que nous ne pouvons pas changer lorsque cela est nécessaire ? La deuxième leçon concerne le pouvoir et le danger de l'isolement. Les Néandertaliens vivaient dans de petites communautés soudées. Ces groupes étaient incroyablement efficaces pour survivre aux défis locaux. Ils partageaient des connaissances, se soutenaient mutuellement et maintenaient des traditions culturelles pendant des milliers d'années.